Ma belle-fille Camille pense que je suis une vieille dame pauvre et naïve. Elle insiste pour gérer ma petite retraite. Elle ne sait pas que j'ai déjà tout légué à ma petite fille qu'elle déteste. Je m'appelle Madeleine, j'ai 69 ans, une petite retraite correcte, un 2 pièces modeste dans une résidence tranquille en périphérie d'Angers et un ficus qui survit miraculeusement sur mon balcon malgré mon absence totale de talent pour le jardinage. Mon Rari, Jacques, est parti il y a 6 ans, emporté par un AVC une nuit de décembre. Il est tombé dans le couloir sans un cri. J'ai appelé le SAMU en tremblant et ensuite il n'y a plus que les blouses blanches, les néons trop violents de l'hôpital, puis ce silence lourd qui suit les mauvaises nouvelles. Depuis, j'ai appris à me lever seule, à préparer mon café seule, à parler toute seule parfois. Je touche ma pension de retraite tous les mois, un mélange de pension de base et de complémentaire, suffisant pour payer le loyer, l'électricité, un peu de viande de temps en temps et le croissant du dimanche chez la boulangerie au pain doré au coin de la rue. Je n'ai plus qu'un seul enfant en vie, mon fils, Julien. Ma fille, Sophie, est morte dans un accident de voiture il y a 10 ans. Elle a laissé derrière elle une petite fille, Élise, qui vivait avec son père dans une autre région. La vie, la distance, les tensions familiales, tout ça a fait que je ne vois Élise qu'une fois de temps en temps, à Noël certaines années, par quelques messages polis sur les réseaux sociaux. Mais dans mon cœur, elle est toujours cette gamine aux tresses emmêlés qui courait dans mon salon en chantant des comptines. Julien, lui, habite à 15 minutes en voiture, dans un pavillon de lotissement un peu trop neuf, un peu trop blanc, avec une haie de laurier plantée en ligne comme des soldats au garde-à-vous. Il y vit avec sa femme, Camille. Camille, en prononçant son prénom, même dans ma tête, je sens toujours une petite crispation au coin des lèvres. Camille n'a jamais été vraiment méchante au début, simplement pressée, ambitieuse, toujours un peu tendue, comme si la vie entière était un entretien d'embauche et qu'elle devait constamment prouver quelque chose. Elle m'appelait Madeleine, avec un sourire parfaitement poli, mais dans ses yeux, je n'ai jamais vu la moindre chaleur. Les choses auraient pu rester ainsi, une belle-fille distante, un fils pris entre deux femmes, quelques déjeuners de famille un peu trop organisés. Et puis, un jour, l'air a changé. C'est venu progressivement, comme un courant d'air froid qu'on ne sent pas tout de suite, mais qui finit par vous glacer les os. Tout a vraiment commencé un dimanche midi. Julien m'avait invité à déjeuner. Camille préparait un poulet rôti, avait-il précisé. Elle veut faire les choses bien, avait-il ajouté, comme s'il devait déjà la défendre. Je suis arrivée avec une tarte aux pommes maison, encore tiède. Camille a ouvert la porte en tirant sur le bas de son pull, l'air pressé. « Ah, vous êtes là, Madeleine. Bon, entrez, entrez. Faites attention, la peinture du couloir est encore fraîche. On a refait cette semaine. » Chez eux, tout semblait toujours encore frais. La peinture, les meubles, les projets. Une maison qui se voulait moderne, instagrammable, comme disent les jeunes. Mon fils, lui, portait encore le même manteau, un peu usé depuis 3 hivers. Il m'a embrassé sur la joue avec ce regard fatigué que je commençais à lui connaître. Nous nous sommes installés à table. Camille a déposé le poulet avec un geste théâtral, comme dans une publicité. On parlait de tout et de rien, le trafic sur l'autoroute, la météo capricieuse, les travaux sur la ligne de tram. C'est au moment du fromage que le ton a changé. Camille a posé son couteau, s'est légèrement penchée vers moi et a pris ce ton léger qui annonce toujours une phrase lourde. « Et sinon, Madeleine, vous avez commencé à réfléchir à votre retraite, tout ça, la suite, enfin, je veux dire, à ce qu'il adviendra de vos revenus ?» Je l'ai regardée étonnée. « La suite ?» Elle a souri, les yeux plissés comme lorsqu'on vise une cible. Oui, vous savez, la pension, la réversion, les bénéficiaires. On disait justement l'autre jour avec Julien que, bon, c'est important que tout soit clair. Avec l'âge, on peut rapidement se faire dépasser par la paperasse. Julien a toussé, mal à l'aise. Camille, on avait dit doucement. Je sentais déjà la montée d'un froid discret dans mon ventre. « Je gère ma retraite depuis des années, ai-je répondu calmement. Je ne suis pas dépassée. » Elle a secoué la tête faussement admirative. « C'est bien, vraiment, mais vous êtes seule quand même. Et puis, l'argent qui dort sur un compte, ça ne sert pas à grand-chose, alors qu'il pourrait aider la famille, vous voyez ?» La famille, elle appuyait sur ce mot comme sur un bouton. « Tu exagères, Camille, » a soupiré Julien, « laisse-la tranquille. » Elle l'a ignoré avec une aisance déconcertante.
On ne sait jamais ce qu'il peut arriver, a-t-elle poursuivi. Un AVC, un accident, une chute dans les escaliers. Et si vous deveniez dépendante, hein? Qui s'occuperait de tout ça? Qui gérerait les virements, les factures, la caisse de retraite, la mutuelle? Je l'ai fixée sans répondre. Elle me parlait comme à une enfant obstinée qui ne comprend pas ce qui est bon pour elle. Je m'en occuperai, ai-je simplement dit, comme je m'en occupe déjà. Elle a souri, un sourire mince, tendu. Oui, enfin, tant que vous pouvez. Cette phrase a glissé dans l'air comme une lame. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un poids dans la poitrine. Ce n'était pas tant qu'elle s'intéresse à mes affaires qui me dérangeait, mais astérisque, la manière astérisque, cette impression qu'elle parlait d'un objet, pas d'une personne, de flux financiers, pas d'une vie. Les jours suivants, j'ai essayé de me raisonner. Tu te fais des idées, Madeleine. Les jeunes parlent comme ça aujourd'hui. Ils pensent en termes de projets, d'investissement. Et pourtant, une petite voix en moi murmurait « Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas que ça ». Cette voix, j'ai appris à l'écouter. Elle ne m'avait jamais trahi. La suite est arrivée plus vite que prévu. 3 jours plus tard, on a sonné chez moi. J'ouvris ma porte en essuyant mes mains sur mon tablier et je me retrouvais face à Camille, un sourire figé sur le visage, un sachet de madeleines industrielles à la main. Bonjour Madeleine, j'étais dans le coin, je me suis dit que je passerais. Je vous ai apporté ça, ce n'est pas grand-chose. Je savais pertinemment qu'elle n'était jamais dans le coin par hasard, mais je l'ai tout de même laissée entrer. Elle a jeté un coup d'œil circulaire à mon salon. Les meubles un peu anciens, les rideaux que j'avais recousus moi-même, la télévision posée sur un vieux meuble télé en bois. Rien de luxueux, rien d'émouvant non plus pour quelqu'un comme elle. Et pourtant, je sentais son regard peser sur chaque objet, comme s'il évaluait leur valeur. Elle s'est assise, sans attendre que je l'y invite vraiment, croisant les jambes, posant son sac de marque bien en évidence. « Alors, comment allez-vous » demanda-t-elle avec une douceur forcée. Je me suis assise en face d'elle. « Comme une vieille dame qui vit seule et qui fait avec » ai-je répondu. « On fait aller. » Elle a émis un petit rire. « Vous exagérez, vous n'êtes pas si vieille que ça. Mais justement, c'est maintenant qu'il faut anticiper, vous comprenez? Après, il sera trop tard. » Je savais exactement où elle voulait en venir, et je sentais qu'elle bouillonnait de ne pas pouvoir aller droit au but. Anticiper quoi, Camille? Elle a pris un air faussement gêné. Eh bien, les choses sérieuses, votre retraite, votre pension, tout ce que vous aurez à laisser derrière vous. Je n'ai pas l'intention de mourir dans la semaine, ai-je répliqué. Elle a souri, mais ses yeux restaient glacés. Évidemment, ce n'est pas ce que je dis. Mais vous voyez, Julien et moi, on commence à réfléchir à l'avenir. On voudrait peut-être acheter plus grand, fonder une famille. Et avec les prix de l'immobilier, les taux, les charges, c'est compliqué. Alors si on pouvait structurer les choses, ça aurait du sens pour tout le monde. Je me suis appuyée contre le dossier de ma chaise. Structurer quoi exactement? Elle a fini par lâcher. Votre pension, vos comptes, vous pourriez par exemple nous donner procuration pour certaines choses ou désigner Julien comme bénéficiaire privilégié. Ça se fait beaucoup, vous savez. Je sentais le vieux carrelage sous mes pieds, solide, froid. Je me suis raccrochée à cette sensation pour ne pas m'emporter. Ma retraite me sert à payer mes factures et à vivre, ai-je dit, c'est tout. Oui, mais vous ne dépensez pas tout, non? Il doit bien rester. Et puis, vous n'avez plus d'enfants à charge. C'est logique que vous pensiez à la génération suivante. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je sentais qu'une colère sourde montait en moi, mais je savais qu'il ne fallait pas lui montrer. Elle se nourrissait de la moindre faiblesse. Je vous remercie de vous inquiéter, ai-je dit enfin, mais je ne signerai rien. Pas de procuration, pas de donation, rien pour l'instant. Son sourire s'est figé. Il y a eu un très léger tressaillement au coin de sa bouche. « Je vois », a-t-elle murmuré, « vous n'avez pas confiance. »« Je n'ai pas confiance dans les papiers qu'on veut me faire signer à la va-vite, ai-je corrigé, c'est différent. » Elle s'est levée au bout de quelques minutes, les madeleines toujours sur la table. « Eh bien, réfléchissez-y quand même. Ce serait dommage de laisser les choses au hasard. Et puis, la famille, ça mérite un peu de générosité, non ? Quand elle est partie, je me suis retrouvée seule avec ce sachet de gâteau au goût de plastique. Une pensée s'est imposée, nette. Astérisque, elle ne va pas s'arrêter. Astérisque, j'avais raison. Quelques jours plus tard, Julien m'appela. Sa voix était prudente, comme s'il avançait pieds nus sur du verre brisé. « Maman, est-ce qu'on pourrait passer samedi après-midi avec Camille ? Elle voudrait qu'on discute tous les trois, calmement. »
Pour parler de ma retraite, j'imagine. Silence au bout du fil. Puis, oui, elle s'inquiète. Elle dit que tu refuses même de parler chiffres. Elle a peur que tu te fasses avoir un jour. Je me suis renfrognée. Elle était vraiment douée pour retourner les situations. Je ne me fais avoir par personne, ai-je répondu. Mais venez, si ça peut te rassurer. Le samedi suivant, ils sont arrivés avec 10 minutes de retard. Un détail, mais qui disait déjà tout sur le rapport de force qu'elle voulait imposer. Camille avait apporté un petit carnet à spirale et un stylo plume. Je savais, avant même qu'elle ne s'assoie, qu'elle n'était pas venue pour parler calmement, mais pour faire un audit. Elle s'est installée face à moi, Julien, entre nous, comme un coussin placé entre deux lames. « Voilà, Madeleine, dit-elle, j'ai préparé quelques petites choses pour qu'on y voit plus clair. Tu sais que je travaille dans l'administratif, je suis à l'aise avec tout ça. On va faire un point ensemble. » Je l'ai laissée parler. Elle aimait trop le son de sa propre voix pour que ce soit utile de la couper. « Alors, tu touches combien exactement chaque mois? Pension de base, complémentaire, éventuelle épargne personnelle? Et puis, tu as une assurance vie, non? Je me souviens que Julien en avait parlé. » Julien s'est tourné vers elle, surpris. « Je ne t'ai jamais dit ça. » « Je l'ai deviné, a-t-elle rétorqué sèchement. À ton âge, avec un CDI, c'est logique que ta mère ait préparé quelque chose. Je n'ai pas répondu et elle a pris ce silence pour un aveu. « Tu vois, on est dans le flou complet, continua-t-elle. Ce n'est pas responsable à notre époque. Il faudrait tout noter, faire un tableau, peut-être même envisager une donation entre vifs ou une désignation anticipée. Si tu nous quittes brutalement sans rien organiser, ça va être le bazar au niveau de la succession. » Elle avait appris quelques mots juridiques, visiblement. Ça lui donnait l'impression d'être sérieuse. « Je n'ai pas l'intention de mourir brutalement, ai-je répété, et je ne te dois pas un état comptable de ma vie. » Ses yeux se sont durcis. « Ce n'est pas qu'une question de toi, Madeleine, ça nous concerne aussi. Nous sommes ta famille, on a le droit de savoir ce qui nous attend. » Je me suis tournée vers Julien. « Tu penses ça, toi aussi, que tu as le droit de savoir ce que tu attends ?» Il a baissé les yeux. Je crois surtout qu'on se complique la vie pour rien, mais Camille angoisse beaucoup pour l'avenir, et je n'ai pas envie qu'on se déchire pour des malentendus. Ce ne sont pas des malentendus, ai-je répondu, c'est sa manière de me mettre au pied du mur. La tension a monté d'un cran. Camille s'est penchée vers moi, son carnet toujours fermé sur ses genoux. « Écoute, Madeleine, je vais être franche. Les personnes de votre génération ont souvent du mal à se rendre compte de la réalité économique actuelle. Les loyers, les crédits, les charges, on n'a pas les mêmes avantages que vous. Vous avez connu le plein emploi, les retraites plus généreuses, moins de précarité. Nous, on galère. Vous avez une pension qui tombe tous les mois. Alors oui, c'est normal qu'on vous demande d'aider. » « J'aide déjà comme je peux, ai-je murmuré. Ce n'est pas suffisant, lâcha-t-elle, pas quand on parle de projet de vie. Julien s'est crispé. « Camille, arrête, tu vas trop loin. » Elle a posé le carnet sur la table avec un geste sec. « Je ne vais pas trop loin, je dis la vérité. Elle ne va pas vivre éternellement. Est-ce qu'il ne serait pas plus logique qu'une partie de sa retraite serve à construire quelque chose pour nous, maintenant, tant qu'elle est encore là pour nous voir en profiter ?» La franchise de cette phrase m'a coupé le souffle. Les mots flottaient dans l'air, lourds, obscènes. Je me suis levée. « Je crois que cette discussion est terminée, ai-je dit. » Elle a levé les yeux vers moi, défiant toute nuance. « Tu refuses de nous considérer, c'est ça ?»« Je refuse de signer quoi que ce soit sous pression. » Son regard a lancé une étincelle. « Tu regretteras cette obstination, Madeleine. Un jour, tu seras bien contente qu'on soit là pour s'occuper de toi. Mais si tu continues, ne t'étonne pas si on prend des décisions sans toi. » Je suis restée plantée là quelques secondes. Je ne savais pas si c'était une menace ou un aveu. Peut-être les deux. C'est ce soir-là que j'ai décidé d'aller à la caisse de retraite. Le lundi matin, j'ai enfilé mon manteau beige, pris mon dossier où j'avais rangé je relevés de pension et j'ai pris le bus jusqu'au centre-ville. La CARSAT, comme on l'appelle, se trouvait dans un bâtiment gris, coincé entre une agence de voyage et un opticien. À l'intérieur, ça sentait le désinfectant, le café tiède et le papier poussiéreux. Je me suis assise sur une chaise en plastique après avoir pris un ticket. Numéro 47. L'écran affichait 39. J'ai observé les autres. Quelques couples âgés, une femme seule avec une canne, un homme d'une 50aine d'années en costume, l'air pressé. Quand mon numéro est apparu, j'ai été reçue par une femme d'une 50aine d'années, les cheveux courts et une allure de fonctionnaire qui a tout vu. « Bonjour madame, asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous ?» Je me suis assise, les mains moites. J'avais honte, sans savoir de quoi. De venir me protéger de ma propre famille, peut-être.
Voilà, ai-je commencé. J'ai une question sur ma pension. Pas tellement sur le montant, mais sur ce qui se passe si quelqu'un me pousse à signer des choses. Elle a posé son stylo, ses yeux se sont légèrement plissés. On vous pousse à signer quoi exactement? Je ne sais pas, ai-je avoué. Des procurations, des transferts de bénéfices, des désignations de bénéficiaires. Ma belle-fille insiste pour que je lui explique tout, et elle parle de papiers à signer pour organiser l'avenir. Elle a fait un petit signe de tête, comme si elle avait déjà entendu ce genre d'histoire bien trop souvent. D'accord. Pour votre pension, il existe plusieurs dispositifs. Vous pouvez désigner un bénéficiaire de réversion, mais c'est déjà fait dans votre cas, et cela concernait surtout votre mari. Quant à des transferts ou des procurations, c'est possible, mais c'est toujours vous qui restez maîtresse de la décision. Tant que vous ne signez rien, personne ne peut toucher à votre pension. Et si je signe, sous la pression? Malheureusement, c'est compliqué à prouver, répondit-elle, mais il existe aussi des moyens de verrouiller votre situation. Par exemple, en passant par un notaire ou un avocat, vous pouvez organiser vos biens, pension, épargne, assurance vie, de manière à empêcher toute modification future sans votre consentement explicite ou même en les rendant irrévocables. Irrévocables? Elle a hoché la tête. Certaines clauses, certains contrats. C'est rare, mais ça existe. Beaucoup de personnes âgées choisissent de le faire quand elles se sentent menacées. Ça protège contre les pressions. La famille n'est pas toujours tendre. Sa dernière phrase était tombée comme un constat, sans jugement. Donc, si je veux protéger ma retraite de tentatives de mainmise, il vaudrait mieux que je consulte un avocat ou un notaire. Oui, nous, on gère le versement en tant que tel, mais pour ce qui touche à la transmission, à la protection juridique, un avocat spécialisé en droit de la famille ou un notaire, c'est le mieux. Je suis ressortie de là avec des brochures et une boule dans la gorge. Le ciel était couvert, mais l'air était plus vif que je ne l'avais imaginé. J'avais envie de rentrer chez moi, de me faire un thé, de fermer les volets, de prétendre que rien de tout cela n'existait. Mais une autre partie de moi, celle qui avait supporté la maladie de Jacques, les nuits blanches de jeunesse, les fins de mois serrés quand les enfants étaient petits, se cabrait. Non, je n'avais pas me cacher, je n'allais pas laisser Camille décider de la manière dont ma vie devait s'achever. Je me suis assise sur un banc, place du ralliement, face au va-et-vient des passants. J'ai déplié une des brochures. En bas, il y avait une mention. Pour toute question de protection juridique, rapprochez-vous de votre avocat ou notaire. J'ai pensé à une plaque que je voyais souvent en passant dans une rue proche de la mairie. Maître Dubois, avocat en droit de la famille et des successions. Je me suis levée et au lieu de rentrer, j'ai pris la direction opposée. Le cabinet de Maître Dubois se trouvait dans un immeuble de pierre claire avec une porte en bois massif et une petite plaque discrète. L'intérieur sentait la cire et de papier neuf. La secrétaire m'a demandé si j'avais rendez-vous. Je n'en avais pas. « Je peux voir si Maître Dubois peut vous recevoir quelques minutes entre deux rendez-vous », a-t-elle proposé, « si vous pouvez patienter. » J'ai attendu dans un petit salon d'attente, sur un fauteuil trop droit en regardant les cadres accrochés au mur. Diplôme, photo de promotion, une vieille photo en noir et blanc d'un tribunal. Lorsque la porte du bureau s'est ouverte, un homme d'une soixantaine d'années, grand, mince, cheveux poivre et sel et lunettes fines, est apparu. « Madame Madeleine Martin ?» demanda-t-il. « Oui. Entrez, je vous en prie. » Son bureau était rangé mais vivant, des piles de dossiers bien alignées, une tasse de café à demi vide, un stylo-plume posé à côté d'un agenda en cuir. Il m'a invité à m'asseoir. « Alors, Madame Martin, que puis-je faire pour vous ?» Je n'avais pas prévu de raconter toute ma vie ce jour-là, et pourtant, en voyant son regard calme et un peu fatigué, tout m'est sorti. Je lui ai parlé de Jacques, de notre vie modeste mais stable, de Julien, de Sophie, de l'accident sur l'autoroute A11 un soir de pluie, d'Élise, cette petite fille éloignée par la distance et les arrangements de garde, puis de Camille, de ses sous-entendus, de ses visites, de ses demandes de papier, de son obsession pour ma pension. Ma voix tremblait par moments, pas toujours là où je l'aurais cru, plus sur la peur d'être un fardeau que sur l'argent en lui-même. Il ne m'a pas interrompu. Il prenait quelques notes de temps à autre, hochant la tête de manière mesurée. « Vous dites qu'elle a préparé des documents à signer » demanda-t-il. « Oui, elle parle de procuration, de convention familiale. Elle veut que je signe des choses pour que Julien et elle aient la main sur ma retraite si je perds la tête, je suppose. » « Et vous ne voulez pas ?» « Je ne veux pas qu'elle ait ce pouvoir, ai-je dit. Je ne la crois pas capable de choisir ce qui est bon pour moi. Elle choisira toujours ce qui est bon pour elle. » Il a laissé planer un silence.
Vous avez parfaitement le droit de vous protéger, Madame Martin, et ce n'est pas paranoïaque, c'est sain. Mais comment? Il a sorti un dossier vierge. Vous avez d'une pension, une petite épargne, peut-être une assurance vie? J'ai hoché ma tête. Une assurance vie que Jacques avait ouverte et quelques économies sur un livret A, c'est tout. Je n'ai pas de maison à moi. C'est déjà beaucoup à l'échelle d'une vie, répliqua-t-il doucement. Vous pouvez décider aujourd'hui à qui iront ces sommes, et vous pouvez le faire de manière à ce que personne ne puisse vous forcer à changer d'avis, ni à accéder à la gestion de ces biens de votre vivant si vous ne le souhaitez pas. Même pas mon fils? Même pas votre fils. Vous avez le droit de distinguer la personne que vous aimez de la personne qui vous menace. Ce ne sont pas les mêmes. Je me suis sentie soudain vieille et lucide à la fois. Et comment on fait ça? On rédige une clause bénéficiaire pour l'assurance vie, une répartition claire de vos avoirs. On peut aussi organiser certaines choses via une donation graduelle ou résiduelle. Mais dans votre cas, je pense à quelque chose de plus simple, attribuer la totalité des sommes à une personne de confiance. Une personne qui, selon vous, n'essaiera jamais de vous manipuler. Une image s'est imposée à moi sans que je la convoque. Élise, à 6 ans, assise à ma table de cuisine, la bouche pleine de chocolat, disant « Mamie, tu seras toujours là, hein ?» avec cet air sérieux que seuls les enfants peuvent avoir. Mes yeux ont piqué. « Ma petite fille, Élise », ai-je murmuré, « la fille de Sophie. » Vous avez confiance en elle? Oui, elle n'a jamais rien demandé. Elle m'envoie un SMS pour mon anniversaire chaque année, même quand son père oublie. Elle m'a écrit une fois pour me dire qu'elle gardait le foulard que je lui avais offert. Elle, oui, c'est elle. Il a hoché la tête. Très bien, nous allons rédiger ce qu'il faut. Une clause claire, déposée, enregistrée. Votre belle-fille n'aura aucun droit sur ses fonds. Votre fils non plus, sauf si votre petite-fille décidait de partager. Mais ça, ce sera son choix. Et Camille ne peut pas contester? Elle pourra toujours essayer, mais elle n'aura pas de base solide. Et surtout, si elle vous met la pression pour signer autre chose, ce sera sans effet sur ce que nous faisons ici, en tout cas si nous mettons les bons garde-fous. Quel genre de garde-fous? Certaines dispositions peuvent être rendues irrévocables ou nécessiter des procédures lourdes pour être modifiées. On peut organiser les choses de manière à ce qu'elle n'ait jamais la main, même si elle tentait de se présenter comme votre mandataire. Il m'a tendu un stylo. Cela implique de prendre une décision aujourd'hui, Madame Martin. Une décision qui fâchera peut-être certains, mais qui vous protégera. Est-ce que vous êtes prête? J'ai regardé la feuille devant moi. Les mots dansaient un peu, mais je distinguais le nom d'Élise, écrit à l'encre noire sur le papier blanc. J'ai pensé à Julien, au visage fermé qu'il avait quand Camille parlait à ma place. J'ai pensé à Sophie, que je n'avais pas pu protéger de la route mouillée et des camions trop rapides. J'ai pensé à Camille et à ses phrases acérées comme des scalpels. Et surtout, j'ai pensé à moi, à mes mains ridées, à mes années de travail, à ces réveils à 5 heures pour aller nettoyer des bureaux, puis plus tard pour tenir la caisse d'une petite supérette, à toutes ces heures passées debout, à sourire à des inconnus. Oui, ai-je dit, je suis prête. J'ai pris le stylo et j'ai signé. Un trait noir, un geste simple, un basculement silencieux. Lorsque ce fut terminé, Maître Dubois glissa les documents dans une chemise cartonnée. Voilà, officiellement, tout est en ordre. Votre assurance vie, vos économies désignées, votre clause bénéficiaire. Votre belle-fille n'a aucun droit d'intervention là-dessus. Votre fils non plus, tant que vous êtes vivante. Une étrange sensation m'envahit. Ce n'était ni de la joie ni de la culpabilité. C'était un allègement, comme si quelqu'un avait enfin retiré un sac de pierres que je portais sans m'en rendre compte. Et si elle insiste? Ne signe rien, répondit-il simplement. Et si elle vous menace, parlez-en, à votre médecin, à nous, à une assistante sociale. Vous n'êtes pas obligé de subir. L'omerta familiale n'est pas une loi. Je suis sortie du cabinet avec une enveloppe scellée, mon nom dessus, celui d'Élise à l'intérieur, et ce sentiment très précis que quelque chose venait de changer de manière irréversible. Camille croyait avoir toutes les cartes, elle ne savait pas que j'avais déjà joué mon coup. Je m'étais préparée, mais je n'étais pas prête pour la violence silencieuse des jours qui suivirent. Camille, sentant sans doute confusément que quelque chose lui échappait, intensifia sa campagne. Les coups de téléphone devinrent plus fréquents. Des « ça va, Madeleine ?» qui finissaient toujours par « et cette histoire de pension alors ?» Elle se présentait parfois à l'improviste, avec un prétexte quelconque, un plat de lasagne, une enveloppe oubliée chez eux, un vêtement qu'elle prétendait avoir retrouvé dans un sac. Toujours polie,
toujours souriante, mais ses yeux, eux, étaient impatients. Un mercredi après-midi, elle débarqua avec une pochette en plastique. « J'ai fait imprimer quelques documents, dit-elle, en s'installant à ma table de cuisine sans même me demander si c'était le bon moment. J'ai parlé avec une amie qui travaille chez un notaire. Elle m'a expliqué qu'on pouvait mettre en place un mandat de protection future. C'est très sécurisant, tu sais. » J'ai tiqué. Le « vous » avait glissé vers un « tu » agressif, comme une manière de s'installer chez moi. Elle ouvrit la pochette et dévoila plusieurs formulaires. Là, par exemple, tu peux désigner Julien et moi comme personne de confiance pour gérer tes affaires si un jour tu ne peux plus. Ça évite de passer par le juge des tutelles. C'est moderne, c'est souple. Je ne signerai rien, ai-je répété. Mais au moins lis. Non. Elle a refermé le dossier si brusquement que les feuilles ont failli tomber. Ses joues avaient pris une teinte rose vif. « Tu es égoïste, Madeleine. »« Je protège ce qui me reste, » ai-je répondu. Elle a laissé échapper un rire sec. « Ce qu'il te reste, ce n'est pas grand-chose, tu sais. Ta pension n'est pas énorme. Tu n'es pas Rothschild. »« Justement, » ai-je dit, « elle n'est pas énorme. Alors pourquoi es-tu si obsédée par elle ?» Elle ne s'attendait pas à cette question. Elle a battu des cils, l'air déstabilisé, puis a repris contenance. Parce que chaque euro compte quand on essaye de construire quelque chose. Nous, on n'a pas eu votre chance. On n'a pas de parents riches. Tout ce qu'on peut récupérer, on doit le prendre. Se prendre m'a fait frissonner. Sauf que ce n'est pas à toi, ai-je dit calmement. Elle s'est levée d'un bond, poussant la chaise en arrière. Je vois qu'on ne peut pas parler. Tu préféreras peut-être quand on n'aura plus le choix de décider sans toi. Elle est partie sans se retourner. Ce soir-là, j'ai reçu un message de ma voisine, Madame Lopez, qui habite sur le même palier. Plus grand que astérisque. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre un peu « excusez-moi ». Si jamais vous avez besoin que je témoigne un jour, je trouve qu'elle vous parle très mal. Astérisque. Je lui ai répondu « merci », un mot simple mais qui m'a fait du bien. Ce n'est pas grand-chose d'être vu, mais parfois c'est suffisant pour tenir. Le coup suivant, Camille le porta en dehors de ma présence. Et c'est cela qui me fit le plus froid dans le dos. Un matin, je reçus un appel de la caisse de retraite. « Bonjour Madame Martin, ici la CARSAT. Nous avons reçu des demandes d'informations vous concernant. Nous voulions vérifier certains éléments. » Mon cœur s'est emballé. Des demandes de qui? D'une certaine Camille Laurent. Elle s'est présentée comme votre belle-fille. Elle a essayé d'obtenir des détails sur le montant de votre pension et sur d'éventuelles modifications de bénéficiaires. Bien sûr, nous n'avons rien communiqué, mais nous avons jugé utile de vous prévenir. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Elle n'a aucun mandat, elle n'a pas le droit de parler en mon nom. Nous l'avons bien compris, rassurez-vous, mais nous avons senti une insistance inhabituelle. Nous conseillons souvent aux personnes dans votre situation de faire attention à ce genre de démarche. J'ai déjà pris mes dispositions, ai-je dit, avec un avocat. Très bien, n'hésitez pas à revenir vers nous si nécessaire, et ne signez jamais rien sans conseil. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Pas de peur, de colère. Elle était allée jusque-là, appelée à ma place, essayer d'ouvrir une porte qui ne lui appartenait pas. Je n'eus pas le temps de digérer cette nouvelle. 1 heure plus tard, on frappait brutalement à ma porte. 3 coups, rapides, nerveux. Je savais déjà que c'était elle. Quand j'ai ouvert, Camille se tenait là, le visage décomposé, les yeux injectés de rouge. « Tu as tout verrouillé, c'est ça ?» cracha-t-elle. Elle entra sans attendre, comme toujours, sauf que cette fois, elle ne prit même pas la peine de jouer à la gentille. « Je suis allée à la CARSAT, continua-t-elle. Ils m'ont dit que tout était déjà organisé, que tu avais désigné quelqu'un, qu'il n'y avait plus rien à modifier. » Je suis restée près de la porte, sans l'inviter à s'asseoir. « Oui. » Elle a écarquillé les yeux. « Tu avoues ? » « Ce n'est pas un crime d'organiser sa propre vie, ai-je répliqué. Elle a commencé à faire les 100 pas dans mon petit salon, comme un animal pris au piège. « Mais avec qui ? Qui ? Avec qui tu as fait ça ? Tu as désigné qui ? Julien, sa neveu, quelqu'un d'autre ? Pourquoi cela t'intéresse-t-il autant ?» Elle s'est arrêtée net. « Parce que c'est aussi mon avenir, hurla-t-elle. Tu crois qu'on vit comme en nous ? Tu crois que le crédit de la maison se paie tout seul ? Que les factures EDF s'effacent par magie ? On est à découvert tous les mois, Madeleine, tous les mois. On se serre la ceinture pendant que toi, tu gardes ton petit bas de laine comme une dragonne perchée sur son trésor. » « Mon trésor, comme tu dis, c'est le fruit de 40 ans de travail, » ai-je répondu. Elle a éclaté d'un rire sans joie. « Et tu crois que ce n'est pas le cas pour nous ? On travaille aussi, on se tue au boulot. Et toi, tu pourrais faire la différence. Tu pourrais nous aider à financer un projet, un enfant. » Elle s'est interrompue. Mais c'était trop tard. Le mot était sorti. « Un enfant ?
ai-je répété doucement. Son regard a vacillé, puis elle a soupiré. « On ne peut pas, Madeleine, dit-elle d'une voix étrange. On essaie depuis des années. Rien ne marche. Le gynéco nous a parlé de FIV, de parcours d'AMP. Tu crois que la Sécu prend tout en charge? Non. Il y a des frais, des dépassements, des allers-retours à la clinique, de la fatigue, du temps, de l'argent, beaucoup d'argent. Tes économies pourraient nous aider, ta pension pourrait nous aider. » Pour la première fois, j'ai vu autre chose que de la cupidité dans ses yeux. J'y ai vu de la rage, certes, mais surtout une angoisse profonde, viscérale, celle de quelqu'un qui sent passer le temps comme un couperet, qui voit son corps lui résister. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Je comprends que ce soit difficile, ai-je dit lentement. Je comprends la douleur, mais ce n'est pas une raison pour me prendre pour un guichet automatique. Son visage s'est fermé aussitôt, comme si elle regrettait d'avoir laissé paraître la moindre vulnérabilité. « Tu ne comprends rien, » répliqua-t-elle avec froideur. « Tu as eu tes enfants sans problème, toi. Tu n'as jamais eu à prier pour un embryon. Tu n'as jamais eu à compter chaque euro pour savoir si tu pouvais te payer un traitement de plus. » J'ai compté chaque euro toute ma vie, ai-je murmuré. Pour nourrir mes enfants, pour payer les factures, pour offrir un cartable neuf à la rentrée. Ce n'est pas la même bataille, mais ne dis pas que je ne sais pas ce que c'est que de se priver. Elle a reculé d'un pas, comme si je l'avais giflée. Alors tu admets une chose, tu pourrais nous aider. Tu choisis de ne pas le faire. Je choisis de ne pas me mettre en danger pour vous, ai-je corrigé. Et je choisis à qui ira ce que j'ai construit. Qui? Hurla-t-elle soudain. Qui mérite plus que nous? Qui? Je l'ai regardée longtemps. Ses yeux brûlaient. Elle tremblait de tout son corps. Tu n'as pas besoin de le savoir, ai-je dit. Elle m'a fixée comme si je venais de la trahir de la pire manière possible. Tu vas mourir un jour, Madeleine, murmura-t-elle, et alors on verra bien qui viendra ramasser les miettes. Tu crois que Julien te pardonnera d'avoir tout donné à quelqu'un d'autre? Tu crois qu'il continuera à te voir? Je préfère le voir rare, mais libre, que soumis à tes manœuvres, ai-je répondu. Elle est restée bouche bée. Puis son visage s'est tordu. Tu sais quoi, tu es plus cruel que moi finalement. Moi je voulais juste un peu de sécurité. Toi tu veux punir tout le monde. Non, ai-je dit. Je veux me protéger. Et protéger celle que j'ai choisie. Celle que tu as choisie, répéta-t-elle, comme si elle mâchait des cailloux. Ce n'est pas ton fils donc. Je n'ai rien répondu. Le silence suffisait. Elle s'est dirigée vers la porte en titubant légèrement, ivre de rage. Tu vas le perdre, Madeleine, cracha-t-elle. Tu vas perdre ton fils, et ce sera de ta faute. La porte a claqué. Le silence est retombé. Je me suis appuyée contre le mur, les jambes molles. J'ai glissé jusqu'au sol, et je suis restée là quelques minutes, à regarder la plainte écaillée, à écouter le bourdonnement du frigo. Camille ne savait pas qu'elle était déjà en train de perdre Julien, pas à cause de moi, à cause d'elle-même. 2 jours plus tard, j'en eus la preuve. Mon téléphone sonna en début de soirée. Le nom de Julien s'afficha. « Allô, maman ?» « Oui. » Sa voix était éraillée. « Je peux passer ?» « Bien sûr. » Il arriva une demi-heure plus tard, sans sa voiture. Il avait dû venir à pied ou en bus. Ses épaules étaient affaissées, son manteau mal boutonné. Il avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une semaine. « Tu veux un thé ?» ai-je proposé. « Je veux surtout te parler », répondit-il en s'asseyant. Il resta silencieux un moment, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Camille m'a tout raconté, finit-il par dire. Enfin, tout ce qu'elle a voulu me dire. Qu'elle était allée à la caisse de retraite, qu'il lui avait répondu qu'il y avait déjà une clause, un bénéficiaire, que c'était verrouillé, qu'elle avait essayé de te faire signer des papiers et que tu avais refusé. Tu sembles surpris, ai-je murmuré. Ce qui me surprend, ce n'est pas que tu te protèges, répondit-il. C'est de me rendre compte à quel point j'ai fermé les yeux. J'ai laissé faire. J'ai laissé Camille te parler comme à une enfant. Je me disais toujours, c'est son caractère. Elle est stressée, elle pense à nous deux. Mais là j'ai vu quelque chose d'autre. Quoi? Il a pris une grande inspiration. De la violence, de la possession. Ce n'était plus de la simple inquiétude pour l'avenir. C'était une envie de contrôle. Sur toi, sur ton argent, sur tout. Je sentais ma gorge se serrer. Elle t'en veut beaucoup, ai-je dit. Elle te dit quoi à toi? Que tu l'as trahi, répondit-il dans un petit rire amer. Que tu l'as humiliée. Que tu préfères donner ton argent à des étrangers plutôt qu'à nous. Que tu nourris une vengeance.
Je me suis redressée. Je n'ai aucune vengeance à nourrir, seulement des choix à faire. Je sais, dit-il tout doucement, et tu as le droit. C'est ça que je n'ai pas compris tout de suite. Tu as travaillé toute ta vie. Tu as le droit de décider à qui tu veux laisser ce qui te reste, même si ce n'est pas moi, même si ce n'est pas nous. Je l'ai regardé. Tu es en colère contre moi. Il a secoué la tête, les yeux brillants. Je suis en colère contre moi-même, de ne pas t'avoir défendu plus tôt, de t'avoir laissé seule face à ses remarques, de ne pas avoir vu qu'elle te faisait peur. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mes mains tremblaient légèrement. J'ai pris appui sur la table. Je ne voudrais pas que mon choix brise ton couple, ai-je dit. Ce n'est pas ton choix qui le brise, répondit-il. C'est ce qu'il révèle. Si notre vie de couple dépend de ta pension, c'est qu'il y a un problème. Si Camille ne voit en toi qu'un portefeuille, ce n'est pas toi qui as tort. Il a avalé sa salive. J'ai pris mes affaires hier, continua-t-il. Je suis partie chez un collègue pour quelques jours. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Camille a hurlé, pleuré, cassé de verre. Elle m'a dit que je la lâchais au moment où elle en avait le plus besoin, que j'étais un fils ingrat qui choisissait sa mère contre sa femme. Et tu penses quoi, toi ? Je pense que choisir entre sa mère et sa femme n'a pas de sens, dit-il d'une voix lasse. Mais je refuse d'être le complice de ce qu'elle essaye de te faire. Je refuse d'être l'instrument de sa peur et de son avidité. Et je refuse de te regarder vieillir en sachant que tu te méfies de nous. Il a passé une main sur son visage. Je ne veux rien de ton argent, maman. Rien. Je veux que tu sois en sécurité. Et si un jour il reste quelque chose, tant mieux pour celui ou celle qui le recevra. Ça ne me regarde pas. Une larme a roulé sur ma joue sans que je m'en rende compte. Julien l'a vu, mais il n'a rien dit. « Tu veux savoir à qui j'ai tout laissé ?» ai-je demandé. Il a hésité une seconde, puis a hoché la tête. Oui, pas pour contester, juste pour comprendre. Je suis allée chercher l'enveloppe scellée que m'avait donnée Maître Dubois. Je ne l'ai pas ouverte, je l'ai simplement posée devant lui. « Tu n'as pas le droit de l'ouvrir », ai-je précisé. « Mais tu peux lire ce que j'ai naté au dos. » Sur le rabat, j'avais inscrit au stylo « Clause bénéficiaire, assurance vie, Élise Martin ». Julien a lu. Ses lèvres ont bougé sans un son. Puis il a posé l'enveloppe avec une délicatesse presque religieuse. « Élise », répéta-t-il. « La fille de Sophie. » Oui. Il a fermé les yeux. Quand il les a rouverts, ils brillaient. Mais plus de colère, d'autre chose. « C'est juste, » dit-il. « Je crois que c'est juste. Elle a perdu sa mère, elle n'a jamais rien demandé. Elle est jeune, elle en aura besoin. » Je me suis souvent sentie coupable de ne pas avoir plus insisté pour l'avoir, ai-je murmuré. Mais son père a refait sa vie, ils ont déménagé loin, et la vie a fait son travail. Alors c'est ma manière à moi de lui dire que je ne l'ai jamais oublié. Il a hoché la tête. « Tu vas la prévenir ?» « Pas tout de suite, » ai-je répondu. « Mais bientôt. J'aimerais la revoir avant, lui parler, lui demander comment elle va, faire autre chose que lui laisser de l'argent. »« Je peux t'aider à la contacter si tu veux, » proposa Julien. « J'ai encore le numéro de son père. »« On verra, » ai-je soufflé. « Pour l'instant, je veux surtout que tu sois au clair, toi. » Il s'est levé, a fait le tour de la table et m'a prise dans ses bras. Julien a toujours été grand, même enfant. Quand il me serre, j'ai l'impression d'être minuscule et immense à la fois. « Je t'aime, maman, » murmura-t-il. « Je ne laisserai plus personne te parler comme elle l'a fait. Quoi qu'il arrive entre nous, je serai là. Sans condition. Sans calcul. » Je me suis accrochée à lui un peu plus fort. « C'est tout ce que j'espérais encore, » ai-je dit. Pas ton argent, pas ta pitié, juste ça. Que tu sois là. Après son départ, j'ai rangé l'enveloppe dans son tiroir. J'ai préparé un dîner simple. Une omelette, une tomate, un morceau de fromage. J'ai mangé en silence, mais ce silence-là était différent. Il n'était plus rempli de peur ou de colère. Il était habité par une sorte de calme triste, mais solide. Le lendemain, Camille m'envoya un message, 3 lignes glacées. « Je sais que tu as tout donné à Élise. Tu viens de détruire notre famille. Ne compte pas sur moi pour être là quand tu seras malade.
Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Je ne savais pas ce que l'avenir réservait à Camille. Peut-être qu'elle trouvera un autre projet. Un autre pilier à tirer vers elle. Peut-être qu'elle finirait par comprendre quelque chose. Peut-être pas. Je ne savais pas non plus ce qui attendait Julien. S'il retournerait vivre avec elle. S'ils essaieraient malgré tout d'avoir cet enfant tant désiré. Si leur histoire survivrait au miroir que cette situation leur avait tendu. Je savais seulement une chose. Moi, je n'avais plus peur. Mon âge, mes quelques économies, ma pension, ma solitude apparente, rien de tout cela ne faisait de moi une proie. J'avais appris à dire non, à signer pour moi, pas pour les autres, à choisir la transmission qui me semblait juste. Un soir de printemps, quelques semaines plus tard, mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Allô ? Une voix hésitante répondit. Je la reconnus à peine tant elle avait changé. Mamie ? C'était Lise. Papa m'a donné ton numéro. Il m'a dit que tu voulais me parler. Pendant une seconde, je ne trouvais plus ma voix. Une émotion brute m'étreignait la poitrine. Élise ? Ma chérie ? Oui. Oui. Je voulais te parler. Depuis longtemps. Elle rit doucement, un peu nerveuse. Je suis à Nantes maintenant pour mes études. Ce n'est pas si loin d'Angers. Je pourrais venir te voir un week-end si tu veux. Je suis restée un instant à regarder mon ficus sur le balcon, avec ses feuilles un peu jaunies par endroits, mais toujours vaillantes. Je veux, ai-je dit, de tout mon cœur. Nous avons fixé une date. Quand j'ai raccroché, j'ai posé le téléphone sur la table et j'ai fermé les yeux. La vie n'était ni juste ni logique. Elle arrachait des filles à leur mère, des maris à leurs femmes. Elle plaçait sur votre route des personnes comme Camille, capables d'enrober de beaux discours une voracité sans limite. Mais parfois, elle offrait aussi des secondes chances. Une petite fille qui revient. Un fils qui ouvre les yeux. Un avocat qui pose les bons mots sur vos peurs. Une voisine qui vous envoie un SMS à minuit pour vous dire « Si vous avez besoin, je suis là ». Je n'étais pas une héroïne. Je n'étais pas un bourreau. J'étais une vieille femme qui avait décidé, une fois dans sa vie, de se choisir elle-même. Ce jour-là, en regardant la lumière du soir se poser sur les toits d'ardoise d'Angers, je me suis dit tranquillement « Je ne suis pas qu'une pension. Je ne suis pas qu'un portefeuille. Je suis quelqu'un. Et tant que je pourrai encore signer mon nom, ce sera pour honorer ce que je suis, pas ce que les autres voudraient que je sois. » Et curieusement, cette pensée me tint chaud, plus chaud que n'importe quelle revanche, plus chaud que n'importe quel chèque. Ce n'était pas une victoire spectaculaire, pas de scène de tribunal, pas de cris devant un notaire, pas de drame public, juste une série de décisions silencieuses, prises dans un petit appartement anonyme, dans une ville moyenne de France. Mais pour moi, c'était énorme. C'était ma manière de dire non à la peur, et oui à ma propre dignité. Et c'était largement suffisant.